Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois et maire, dans l'opposition donc, oui. et échevin et maire à Uccle. Boris Diliès, est-ce que vous êtes d'accord avec votre bourgmestre, Armand de Decker, pour dire que Rudy Vervoort doit ou devait démissionner? Écoutez, je pense que si on avait été dans une région avec un gouvernement normal, après de telles déclarations, je suis convaincu que la tête de l'exécutif aurait démissionné. Même après les excuses Alors, effectivement, il y a eu des excuses, dont acte. Je pense que c'était un minimum. C'était un minimum par rapport à des déclarations aussi outrancières, venant de quelqu'un qui est un homme intelligent et un homme cultivé, qui plus est. Donc, en toute logique, dans le cadre d'un gouvernement normal, il aurait dû démissionner. Il ne le fera pas, on le sait. Dont acte, il a indiqué qu'il regrettait ce qu'il avait dit, donc on en prend bonne note. Cependant, je pense que ça laissera des traces et ça reste quelque chose d'assez grave. Maintenant, il faut passer à autre chose. Vous dites un gouvernement normal, c'est quoi un gouvernement normal? Je pense qu'un gouvernement normal, c'est un gouvernement dont la tête de l'exécutif ne fait pas de déclarations aussi outrancières, notamment. Est-ce qu'on n'a pas eu le cas pour le gouvernement fédéral où le MR est avec la NVA, avec les déclarations de Jan Jambon sur la collaboration, avec les déclarations de Theo Franken qui a dérapé sur certaines communautés? C'est très différent. Est-ce que c'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose parce que par exemple, lorsque on entendait notamment à un moment donné Denis Ducarme traité de collabo, en soi, c'était inacceptable. Mais là, c'était l'opposition qui attaquait, en l'occurrence, le chef de groupe MR. Mais là, on n'est pas dans le même registre. On est dans le chef du gouvernement qui tient des propos qui sont parfaitement nauséabonds et qui sont totalement indignes. Donc, mais c'est quoi la différence entre les propos de Rudy Vervoort et ceux de Jan Jambon, par exemple, qui disait que les gens avaient eu des raisons ou des bonnes raisons pour collaborer avec le régime nazi? Je pense que ces déclarations étaient évidemment inacceptables aussi. Cependant, on n'est pas dans le même cas de figure. Ici, vous avez quand même presque une comparaison qui a été faite par le ministre-président entre des terroristes et avec le parallèle avec les victimes du nazisme. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans le même schéma. On est dans quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus grave. Maintenant, il a présenté des excuses, il a dit qu'il regrettait ce qu'il avait dit. Je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Si un membre NVA, demain, tient ce même genre de propos, ce genre de comparaison, il faudra réclamer la démission. Il faudra en tout cas les condamner. Il faudra voir ce qui est dit. Une phrase n'est pas l'autre. De manière générale, c'est inacceptable lorsqu'on est un responsable politique de tenir de tels propos de toute façon, quel que soit le parti. Est-ce que le groupe MR maintient sa résolution qui va demander au Parlement bruxellois de condamner les propos de Rudy Vervoort? Oui, bien sûr, bien sûr. En même temps, nous faisons notre travail dans l'opposition. Donc il est logique qu'on condamne. Au-delà du symbole, c'est important, même si on sait qu'il n'y aura pas de démission. Est-ce que cette polémique va laisser des traces, Boris Diliès? Je pense que, encore une fois, les propos de Rudy Vervoort ont été tenus, ils sont là. Maintenant, laisser des traces, je pense qu'il faudrait que le gouvernement s'attelle surtout à travailler, à essayer de résoudre les problèmes des Bruxellois, plutôt que de partir dans des déclarations outrancières. Sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure de déchéance de la nationalité pour ceux qui seraient condamnés pour des faits de terrorisme et étendre cette déchéance de la nationalité à des Belges de deuxième ou troisième génération? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Alors, moi, je pense que de toute façon, on doit mettre en place un dispositif compte tenu de la situation. On ne peut pas faire comme avant. La France a pris des mesures similaires alors que c'est un gouvernement socialiste. Donc je pense que ça va dans le bon sens parce qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de fermeté qu'avant et ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Est-ce qu'on ne va pas créer une sous-nationalité? Je ne le crois pas. Maintenant, il faudra voir effectivement qu'est-ce qu'il y a dans le dispositif. On ne le sait pas encore dans le détail. Mais prendre des mesures dans ce sens pour vraiment faire en sorte d'éradiquer le terrorisme, tout ce qui va dans ce sens va selon moi dans le bon sens. Mais retirer la nationalité à quelqu'un, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est... Je pense que ça fait partie du dispositif à mettre en place, certainement. Est-ce que le MR n'a rien compris à l'intégration, comme le disait Rachid Madran dans le journal L'Écho il y a quelques jours? Non, je pense que ça ne veut rien dire qu'on n'a rien compris à l'intégration. La seule chose, c'est que peut-être que contrairement au PS, on a toujours refusé d'en faire un fonds de commerce. Ça, c'est évident. Et qu'on a toujours plaidé pour l'interculturalité. L'interculturalité, ce n'est pas de l'eau tiède. Ça veut dire qu'il y a une série de valeurs à respecter, qu'on doit respecter les croyances de chacun.
et la laïcité aussi, mais qu'il faut pouvoir se mettre d'accord sur un socle de valeurs à respecter dans notre pays, et ce socle, tout le monde doit le respecter. Et donc, je pense qu'au contraire, nous avons, en la matière, tout compris. On n'a jamais souhaité faire de clientélisme par rapport à cela, comme le Parti socialiste l'a toujours fait. Mais je reviens avec cette mesure de déchéance de la nationalité. Est-ce qu'on ne va pas instaurer une forme de discrimination envers les Belges d'origine marocaine ou turque, par exemple? Non, non, je ne le pense pas, et je vais même aller plus loin. On va quand même condamner, pas de la même manière, les Belges d'origine immigrée et les Belges de souche, comme on les appelle vulgairement. Il faudra voir ce qui se passera au niveau de l'application, mais moi, dans beaucoup de Belges d'origine maghrébine que je rencontre, ce sont bien souvent les premiers à nous dire qu'il faut des mesures fortes, et parce que la grande majorité des Bruxellois, notamment d'origine maghrébine, cherchent quoi? Ils cherchent à vivre en paix, ils cherchent à respecter tout un chacun et à ce que tout se passe bien, mais et à être intégré. Enlever la nationalité à quelqu'un, ça n'empêchera pas quelqu'un de partir pour la Syrie. Non, mais ça fait partie des mesures, parce que je pense que tout obstacle qu'on peut mettre pour lutter contre le terrorisme est positif. Alors Brésil, on a une question Twitter pour vous, oui. Puisque les téléspectateurs sont invités à vous poser des questions. Il s'agit de la question de Pierre Delcourt qui vous demande qu'est-ce que vous apportez de neuf, de plus novateur que les autres, justement dans ce domaine de la sécurité, puisqu'on en parle beaucoup pour l'instant. Mais je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a l'Observatoire de la prévention et de la sécurité qui existe déjà. D'une part, il y a un fonctionnaire de sécurité qui dépend du ministre-président. Mais je crois que ce qui est important en matière de sécurité, c'est d'essayer de centraliser les choses le plus possible par rapport à Bruxelles. Je crois notamment qu'aujourd'hui, vous le savez, ce fonctionnaire en question de sécurité a un rôle important puisqu'il est censé aussi faire en sorte que les compétences de l'ancienne province reviennent intégralement à la région. Donc il est temps de faire ce travail. Mais à mon sens, il est temps plutôt d'imaginer un préfet un peu à l'image de ce que fait la France et de ce qu'a la France, un préfet chargé de la sécurité sur Bruxelles. Donc je crois que ça c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont, je pense, encore un petit peu éclatés. Et là, au plus on aura de l'uniformisation, plus ce sera positif en matière de sécurité. Il y aurait quoi comme marge de manœuvre, ce préfet? Moi, je pense qu'il doit pouvoir avoir un lien évident à la fois avec le fédéral, mais sur les zones de police de l'ensemble de la région. Je crois aussi, ça a été développé par ailleurs, je pense aussi que c'est important d'avoir aussi une personne qui serait plutôt en charge, plus spécifiquement dans ce dispositif, de la sécurité des lieux fréquentés par la communauté juive, parce qu'à nouveau, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a au sein de la communauté juive une véritable peur aujourd'hui au quotidien, on peut les comprendre, et là je crois que c'est utile aussi qu'il y ait pas au sein de la communauté musulmane? Bien sûr, mais on voit aussi quelque part, est-ce qu'il est normal que lorsque la communauté juive se réunit, qu'elle soit sans arrêt obligée d'assurer elle-même sa sécurité avec des dispositifs de sécurité supplémentaires? Il faut protéger la communauté juive, mais pas la communauté musulmane? Ah, je n'ai pas dit cela. Non, il faut protéger l'ensemble des Bruxellois. Simplement, dans le cas de la communauté juive, on voit qu'elle est particulièrement menacée et agressée. Maintenant, tout Bruxellois doit évidemment être protégé. Alors, Boris, on va aussi parler mobilité, transport, puisque vous êtes le président de la commission infrastructure qui rassemble ces matières au Parlement bruxellois. On l'a entendu en début de semaine, une automobiliste qui a reçu un bloc de béton sur sa voiture en passant dans le tunnel Léopold II. Est-ce que il faut conseiller aux Bruxellois de ne plus emprunter ce tunnel Léopold II? Est-ce que c'est dangereux? Non, alors il ne faut pas conseiller aux Bruxellois de ne plus l'emprunter, mais est-ce que c'est dangereux? La réponse est oui, puisque cet automobiliste a vraiment frôlé le drame, même si c'est déjà un drame en soi, parce que recevoir un bloc de béton sur son pare-brise, c'est quand même extrêmement traumatisant. Donc il y a des mesures, à mon avis, qui sont à prendre immédiatement. Je pense notamment à des filets de sécurité à mettre en place, parce que si des blocs de béton tombent, c'est qu'il y a un problème urgent. À côté de ça, sur le long terme, il y a des travaux à effectuer. C'est un tunnel qui est le plus long, d'ailleurs le plus long tunnel de Belgique, 2,5 km. Il existe depuis 30 ans et il a besoin de grands travaux. Je l'ai emprunté pour venir ici chez vous. Déjà, esthétiquement, c'est vraiment poltergeist, mais ça, à la limite, l'esthétique est secondaire en la matière. Quand vous dites c'est dangereux, mais on peut quand même l'emprunter. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il y a une contradiction, c'est pour cela que, selon moi, il faut prendre des mesures immédiatement et notamment veiller à le sécuriser, je pense, par des filets. Alors moi, je ne suis pas technicien, donc je ne peux pas vous dire très précisément ici quel type de filet il faudrait placer, mais on a vu que c'était dangereux, puisque le drame qui est arrivé à cet automobiliste est réel. Un bloc de béton sur sa voiture, heureusement, elle n'a pas été blessée, elle aurait pu l'être. Et donc, il y a des travaux à faire sur le long terme, mais il y a des mesures de sécurité à prendre ici et maintenant. Il y en a d'autres, des ouvrages de ce type à Bruxelles qui
qui sont ou qui pourraient être dangereux? Je tombe un peu en ruine? Je pense qu'en tout cas, celui qui représente le plus de danger actuellement, c'est le tunnel Léopold II. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples aussi probants le viaduc Hermann de Brou, en la pour matière. Vous, dangereux, par exemple? On ne va pas commencer à dire que toutes les artères de Bruxelles sont dangereuses, parce que l'idée n'est pas ici de semer la psychose, ce serait parfaitement démagogique. Mais en attendant, ici, il y a des mesures conservatoires à prendre assez rapidement. Et après, il y a des mesures à prendre sur le long terme, avec le fait de savoir quelle est la durée des travaux, quel type de travaux. Il y a plusieurs hypothèses. Le fermer en permanence, le fermer en alternance, parce que c'est quand même 65 000 voitures par jour. Alors, on va aussi parler du maire bruxellois, Boris Oui. Eliès. Vous êtes vice-président de ce maire bruxellois. Oui. Est-ce que ce maire bruxellois manque d'une figure charismatique? Est-ce que on manque de chef au maire bruxellois? Alors, moi j'ai envie de vous dire, et je l'espère, je le crois, que ce maire bruxellois est doté justement de plusieurs figures charismatiques. Et que c'est plutôt un atout pour une grande formation comme la nôtre que d'avoir plusieurs figures charismatiques. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cacophonie quand Vincent de Wolf propose une IPPJ pour rassembler les radicaux, que Françoise Berthiaud dit que c'est une mauvaise idée? Est-ce que ça manque pas un peu de cohésion? Vincent de Wolf a fait une proposition qui était déjà prévue par le LR depuis un certain temps. Donc il a assumé son rôle de chef de groupe. Il n'y avait pas de surprise dans ce qu'a dit Vincent de Wolf. Je pense qu'il a bien fait de le rappeler. Vous savez, être chef de groupe, c'est une fonction qui est difficile. On a un groupe avec de fortes personnalités, avec des parlementaires qui ont parfois énormément d'expérience. Et donc la tâche de Vincent de Wolf n'est pas facile. Est-ce que la présence de Didier Reynders avant les élections n'a pas un peu brouillé le message aussi et finalement fait vaciller un petit peu l'image de Vincent de Wolf comme chef de file du maire bruxellois? Moi, j'ai toujours considéré que c'était parfaitement complémentaire. Je pense que l'arrivée à l'époque de Didier Reynders sur Bruxelles a été incontestablement un atout. Donc, on ferait de l'écho, Martin Buxand, pour ne pas le citer, vous a un peu désigné comme peut-être celui qui pourrait, à l'avenir, incarner ce chef du maire bruxellois. Vous avez des ambitions? Alors, c'est très flatteur, mais je pense que toute personne qui fait de la politique, qui dit qu'elle n'a pas d'ambition, c'est un menteur. Alors, si vous me demandez si j'ai de l'ambition, oui, j'ai de l'ambition, sinon je ne ferai pas de politique. Donc j'ai de l'ambition pour Uccle, ma commune, pour Bruxelles, ma région. Donc le fait d'avoir de l'ambition, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se donner le temps d'apprendre et se donner le temps de bien comprendre les choses et de pouvoir être porteur de projets. Mais il ne faut pas souhaiter aller plus vite que la musique. Une petite confidence pour terminer, peut-être Charles Michel qui déménagerait à Bruxelles, c'est du fantasme ou c'est dans les projets? Je ne crois pas du tout que ce soit dans ces projets. C'est du fantasme. Je crois que c'est du fantasme. Si c'était le cas, moi j'en serais le premier ravi. Mais je crois que c'est du fantasme à ce stade-ci, oui. Merci beaucoup Boris Eliès d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, on parlera notamment de la Grèce et de Syriza dans les experts avec Fabrice Grosfilet. 2 eurodéputés qui seront les invités de Fabrice Grosfilet. Philippe Lamberts pour Écolo et Marc Tarabella pour le Parti Socialiste. Bel après-midi.